Merci à nos deux intervenants pour avoir posé les bases du débat qu'on va pouvoir mener pendant 1h10 à peu près, jusqu'à 20h. Hein. C'est vrai qu'en vous écoutant l'un après l'autre, on voit bien qu'il y a des différences considérables entre les situations politiques des deux pays, sans parler des différences considérables entre ces deux pays et la France. Hein. Quelques points communs tout de même, mais je vous donnerai la parole après. Hein, vous n'allez pas forcément me répondre à moi, mais je constate qu'il y a des évangélistes dans les deux pays. Hein. Donc les questions religieuses et politiques sont très liées. Bon. Alors ça, c'est une chose à laquelle, bien sûr, dans la République laïque, on est un peu moins habitué, même si ça existe, les liens entre politique et religion, mais ça ne se pose pas du tout de la même manière que dans ces deux pays. Deuxièmement, j'ai constaté que ni l'un ni l'autre, et c'est à ma plus grande satisfaction, vous n'aviez pas utilisé le terme de populisme pour caractériser les gens élus, mais vous savez que quand on suit les analyses dans les médias français, ce mot revient en permanence. Populisme qui est, à mes yeux, mais aux vôtres aussi, je le sais, pour en avoir un peu discuté avant, notamment avec Vincent Bufflot, un concept mou, voilà, pour rester, modéré. Hein. Troisième chose, et peut-être que c'est ça que vous pourrez développer, ou ça viendra dans les questions, je trouve que ce serait intéressant d'approfondir les questions de relation entre les votes et les grandes questions sociales qui se posent. Qui ne se posent pas de la même manière, d'ailleurs, au Brésil et aux États-Unis, à l'évidence. Vous avez à un moment parlé, Frédéric, le Parti des travailleurs d'abord lié aux classes moyennes, puis qui s'allie aux élites traditionnelles ou modernes. Élite traditionnelle et élite moderne, ça vaudrait la peine peut-être de préciser ce que c'est. De même aux États-Unis, surprise toujours quand on analyse ces résultats, de voir, j'entendais encore un reportage ce midi à France Culture, les ouvriers d'usines, dans le Michigan notamment, hein, enfin c'était ceux-là qui étaient interviewés en tout cas, et qui s'apprêtaient à voter, sinon massivement, en tout cas à voter pour les Républicains, et pas pour les démocrates, ça par contre, hein, sinon à s'abstenir. Donc les liens qu'on peut faire entre la victoire, entre donc, nos conservateurs aux États-Unis et l'état de la société, et la victoire de Bolsonaro au Brésil et l'état de la société. Car il est évident, à mes yeux, hein, qu'on ne peut, il faut toujours analyser la vie politique hein, en tant que telle, bien sûr, c'est important, mais on ne peut la couper des questions sociales. C'est la politique, c'est la traduction en termes de pouvoir des enjeux de société, des conflits sociaux. Voilà. Après cette douce transition, je passe la parole, ou alors, à moins que vous vouliez répondre tout de suite à ça, mais je pense que ça va revenir dans le débat. Hein. Et puis, il y a aussi une autre chose dont il faudra sans doute parler, c'est que dans les deux cas, et on n'en est pas très très loin non plus en France, mais avec un système électoral qui nous protège en quelque sorte, et je crois qu'il faudra aussi parler des systèmes électoraux qui sont capitaux dans l'émergence ou la difficulté à émerger des droites et des droites extrêmes, mais il y a aussi une caractéristique commune. Vous parliez finalement du rejet du Parti des travailleurs aux États-Unis. Il y a un rejet de l'expérience progressiste de Barack Obama sur laquelle se construit justement cette étrange mouvance qu'est le Trumpisme. De la même manière que on a échappé par notre système électoral à une arrivée au pouvoir de l'extrême droite en France, mais sur le rejet aussi d'une expérience sociodémocrate en quelque sorte en France, et que la plupart des conservatismes durs, voire extrêmes, sont liés à l'échec des partis sociodémocrates traditionnels. Et c'est véritablement le terreau
de la montée des extrêmes droites, et là pour le coup des deux côtés de l'Atlantique, et au nord comme au sud des Amériques. Oui. Bonsoir. De même que le terme populisme, le terme militaire n'a pas été évoqué dans les deux présentations. Donc je souhaiterais savoir, c'est une question ouverte pour les deux intervenants. Je ne sais pas si ça marche. Si, ça marche. Oui. Donc quel est à votre avis le rôle que ces droites transaméricaines, pour le dire ainsi, donnent aux militaires comme stabilisateur du processus démocratique et comme stabilisateur de l'autorité sociale. Une deuxième question est liée, je pense que ces populismes conservatoires qu'on voit aujourd'hui au Brésil et aux États-Unis a des racines très profondes, pas simplement aujourd'hui, mais a des racines dans un conservatisme populaire, un conservatisme social qu'on pourrait très bien associer aussi au XIXe siècle. Donc là, dans l'idée d'examiner un peu les continuités entre le conservatisme populaire et les populismes conservateurs du Brésil ou des États-Unis, j'aimerais savoir si vous considérez que ces manifestations de la droite et de l'extrême droite aujourd'hui ont des parallélismes avec la pensée conservatrice du XIXe siècle. Merci. Qui d'autre veut intervenir? Encore. C'est peut-être pas une question pour tout de suite, mais une question pour l'étude, l'enquête que Frédéric Louot développe avec l'ULB. Savoir si dans cette enquête, des questions sont posées sur les relations entre les affiliations religieuses, notamment dans les milieux populaires, puisqu'il faut bien expliquer aussi le basculement des églises évangéliques en faveur de ce candidat-là, alors que ça n'a pas toujours été leur position électorale, c'est-à-dire leur présence électorale commence à être un peu ancienne. Mais là, il y a aussi un basculement de cet acteur-là, qui n'est pas un acteur politique à proprement parler. Alors, Vincent, d'abord. Je vais commencer sur la question des militaires. Il faut quand même rappeler qu'aux États-Unis, il y a une séparation très très forte qui est faite traditionnellement entre le pouvoir militaire et le pouvoir civil. Qu'il a même fallu une dérogation spéciale et une autorisation spéciale pour qu'un ancien général d'armée, John Mathis, accède à la fonction de secrétaire d'État à la Défense, et qu'il y a aujourd'hui plus une forme de manipulation partisane de l'armée par l'administration Trump qu'un appui de l'armée à un certain nombre de politiques, une armée qui d'abord est beaucoup plus qu'en France la grande muette, c'est-à-dire qu'on le dit souvent de la France, mais on a vu que récemment, notamment avec le président Macron, l'armée n'était pas si muette qu'on veut bien le dire. Alors qu'aux États-Unis, on a rarement entendu des militaires, sauf des militaires à la retraite, prendre des positions partisanes. Et ce qu'on entend surtout de la part des militaires, c'est par exemple à l'occasion de ce déploiement un peu grand guignolesque de troupes à la frontière pour aller à la rencontre d'une caravane de migrants qui n'arriveront pas à la frontière avant quelques semaines, des protestations justement sur l'instrumentalisation à des fins idéologiques et partisanes de l'armée des États-Unis qui devrait rester en dehors du conflit, et puis aussi toute une série de critiques sur la façon très légère, par exemple, dont le président Trump s'est emparé du débat sur le nucléaire, avec cette fameuse question qu'il a effectivement posée, de savoir pourquoi, si les États-Unis disposaient d'un tel arsenal nucléaire, ils n'avaient pas le droit de s'en servir. Donc, avec évidemment des militaires qui étaient un petit peu consternés par ce type de réponse. Donc, je crois que les militaires n'ont aucun rôle aux États-Unis dans la stabilisation, comme vous le disiez, du processus démocratique ou de l'ordre social, et qu'ils sont plus
dans le rôle actuellement, et ils sont très nombreux dans le cabinet du président Trump, puisque le secrétaire général de la Maison-Blanche est aussi un militaire. Et l'ancien conseiller de la sécurité nationale était lui aussi, le général McMaster était un militaire, ce qui n'avait que très rarement été le cas dans l'histoire politique des États-Unis. Mais ils sont totalement marginaux par rapport à ce que vous décrivez justement comme la stabilisation du processus démocratique. Ils sont plutôt une forme de garantie d'une forme de maturité à l'intérieur de la Maison-Blanche, et ce sont aussi des militaires qui servent de caution à un Donald Trump qui est désorganisé, qui est indiscipliné et incapable de rigueur dans la conduite de l'État, et qui donc en quelque sorte fait porter sur le secrétaire général de la Maison-Blanche et le secrétaire d'État à la Défense la responsabilité en quelque sorte d'un ordre à l'intérieur du cabinet. J'en profite pour répondre à une deuxième interrogation qui est la vôtre, Gilles, sur les ouvriers, les cols bleus qui votent pour Trump. Je crois qu'il faut quand même pas se surprendre. Ça commence en 1968. Donc c'est pas comme si c'était un mouvement complètement nouveau. C'est les premières grandes désertions des cols bleus américains, des ouvriers syndiqués, que ce soit de l'automobile, de l'acier ou d'autres grands secteurs manufacturiers. Ça commence en 1968 à l'occasion d'une élection qui se déroule dans le cadre du débat sur la guerre du Vietnam, mais aussi dans le cadre d'une inflation qui monte et qui rogne essentiellement, dans un premier temps, les revenus de cette classe moyenne, voire moyenne supérieure, que sont les ouvriers syndiqués, notamment du secteur automobile. Bon, la deuxième couche, si j'ose dire, c'est 1980, avec l'apparition, à l'occasion de l'élection de Ronald Reagan, de cette catégorie d'électeurs qu'on appelle les Reagan Democrats, et qui vont continuer à déserter le Parti démocrate. Et puis, le Parti démocrate qui prend des chemins identitaires notamment, et qui sont fortement fondés sur des valeurs de défense des inégalités, qui sont à l'opposé d'un certain nombre de principes structurants de ces cols bleus américains. Et le Parti républicain est aujourd'hui très clairement le parti des cols bleus aux États-Unis, et une des raisons principales de l'échec de Hillary Clinton en 2016, c'est justement que le Parti démocrate n'a pas réussi à reconquérir cette base. Et il faut bien voir les trois États qui font la différence en 2016, par un total combiné de 76 000 voix, alors qu'à l'échelle nationale, Hillary Clinton l'emporte par plus de 3 millions de voix dans les suffrages populaires. C'est le Wisconsin, le Michigan et à la Pennsylvanie. Or, ces trois États sont par excellence des États des cols bleus. Donc, une évolution qui est totalement naturelle, qui a été accompagnée, enrichie, intensifiée justement par ces guerres culturelles, où on a déplacé le curseur thématique des élections, des questions économiques, qui sont devenues secondaires, voire tertiaires, vers les questions identitaires, raciales et culturelles, avec aussi, pendant la période du tout début du XXIe siècle, la question du terrorisme. Troisième point, mais important, et je suis content que Frédéric vous l'ayez aussi souligné, les évangéliques, je crois qu'il faut là aussi voir les racines historiques. D'abord, les évangéliques, contrairement à ce qu'on croit souvent,
Non, nous n'avons pas été dans le politique de manière ardente, active et militante depuis très longtemps. En fait, les évangéliques reviennent sur la scène politique américaine uniquement à partir du début des années 1970, donc c'est pas si vieux. Et enfin, chacun sait qu'ils avaient pris une telle claque dans les années 20, notamment à l'occasion du fameux procès du singe sur enseignement de l'évolution dans les écoles publiques, qu'ils s'étaient retirés complètement de la scène publique. Ils font un retour sur la scène politique américaine au début des années 73, des années 70, notamment autour de l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis de 73 sur l'avortement, donc Roe v. Wade, mais toute une série de cas similaires autour notamment du droit à l'intimité. Mais que ces évangéliques, ils n'obtiennent jamais satisfaction. Que le président Reagan leur promet beaucoup, mais ne leur donne rien, si ce n'est 2 nominations à la Cour suprême qui effectivement vont dans le bon sens, mais ne produisent aucun arrêt qui soit fondamental dans, par exemple, la remise en cause de l'accès à l'interruption de grossesse, qu'ils n'obtiennent rien du président Bush père, qu'ils n'obtiennent que très peu de choses de la part du président Bush fils, et que finalement, et là encore, il faut rappeler le poids des institutions et du bipartisme, eh bien, ils ont là maintenant, avec Donald Trump, un candidat qui, en moins d'1 an, leur donne 2 nominations extraordinairement conservatrices et transformatrices à la Cour suprême des États-Unis, mais en plus de ça, plusieurs dizaines de juges dans les cours fédérales de première instance et d'appel, qui sont le filtre judiciaire à travers lequel passent les cas ou les procédures, et qui remontent jusque vers la Cour suprême des États-Unis, et que aujourd'hui les évangéliques sont une partie fondamentale du socle électoral du Parti républicain, parce qu'ils ont enfin obtenu ce qu'on leur avait promis depuis les années 1970. Et donc il s'agit là d'électeurs qui sont quasiment indéfectibles dans la coalition Trump, avec, dans une moindre mesure, justement, ces cols bleus qui ont enfin le sentiment d'avoir été entendus ou écoutés. Frédéric. Alors, d'abord, pour répondre à la question très pratique, il faut 2 questions très, très concrètes. L'enquête a été menée dans 2 favelas, une à Rio de Janeiro, qui s'appelle Rocinha, qui est l'une des plus connues, et l'autre à São Paulo, dans la zone sud, après Capão Redondo, qui s'appelle Jardim Angela. Et donc, au lieu c'était de passer la journée, c'était un questionnaire sorti des urnes en fait pour rencontrer des enquêtés après leur vote et savoir un petit peu quelles étaient les logiques, les facteurs explicatifs du vote. Et donc dans ce cas-là, la question des affiliations religieuses a été mentionnée. On est en train d'analyser les résultats, mais il ne me semble pas que pour ces catégories de population, ce soit le facteur qui a été décisif. Dans d'autres catégories de population, ça l'a été. Et ça remettrait un petit peu en cause certaines de nos analyses qui considèrent qu'une partie du basculement vers l'extrême droite serait liée aux classes populaires qui auraient basculé vers l'extrême droite sous l'influence des églises évangéliques. C'est plus compliqué que ça en fait, notamment parce que quand on voit d'ailleurs une petite carte, celle-ci par exemple, on a essentiellement un vote de classe en fait au Brésil, avec plus on est riche, plus on avait de probabilité de voter pour Bolsonaro. Et Bolsonaro a gagné dans 98% des communes les plus riches au Brésil. Haddad a gagné d'ailleurs dans plus de villes que Bolsonaro, mais dans les villes les plus petites et les plus pauvres. Ça, c'est une petite mise en graphique du rapport entre l'indice de développement humain et les victoires des candidats. On voit que plus l'indice de développement humain est bas, plus le score pour Haddad est élevé. Et il va parfois jusqu'à plus de 80% dans les... c'est de la géographie électorale, en fait, il faudrait affiner un petit peu. À l'inverse, Bolsonaro fait ses plus gros scores dans les zones où l'IDH est le plus élevé. Donc le vote Bolsonaro, c'est d'abord un vote des élites,
qui votent pour l'extrême droite, ce qui est assez différent finalement de ce qu'on peut voir en Europe, des élites qui ont fait des études, qui sont parfois d'ailleurs jeunes, et dans un second temps, des classes moyennes qui se sont sentis, comme je l'ai dit, trahis par le Parti des travailleurs, qui ont basculé dans l'opposition dans un premier temps, puis voyant que le candidat de l'opposition modéré, entre guillemets, Gerardo Alckmin, n'avait aucune chance de gagner, ont décidé de basculer vers un candidat qui avait le plus de chances de l'emporter pour battre le Parti des travailleurs. Donc, quand on voit d'ailleurs une carte du vote au niveau national, on l'a ici, on voit bien que, d'ailleurs, entre 2014 et 2018, ça c'était le vote pour Dilma Rousseff, ça c'est le vote pour Fernando Haddad au deuxième tour en rouge. Les États les plus pauvres, qui sont les États du Nord-Est, ont voté massivement pour le candidat de gauche. Et on a deux Brésils, en fait, maintenant, qui sont séparés. Le Brésil du Sud, qui a voté pour l'extrême droite majoritaire, qui est le Brésil le plus développé, le plus riche et le plus industrialisé aussi, ou alors les zones agricoles les plus productives, où il y a les grands propriétaires terriens, notamment, qui sont influents. Et on a le Brésil le plus rural, abandonné en fait par l'État, mais qui a été réinvesti par le Parti des travailleurs à travers les programmes de redistribution et la bourse famille, qui a voté massivement pour le Parti des travailleurs. Et en ce qui concerne les États, c'est un petit peu la même structure. Tout ce qui est en vert, en fait, c'est contrôlé par des gouverneurs qui soutiennent Bolsonaro, que ce soit de manière pragmatique avec du parti de la social-démocratie brésilienne, ou alors directement des nouveaux membres du Parti social-libéral de Bolsonaro. Les États du Nord-Est ont tous été remportés soit par le Parti des travailleurs, comme l'État de Bahia, soit par les candidats du Parti socialiste brésilien, qui est un allié historique, ou qui était un allié, mais qui est plutôt un parti du centre-gauche. Donc là, le facteur religieux, finalement, ne semble pas déterminant de ce point de vue-là. Par contre, il est clair que d'un point de vue médiatique et d'un point de vue des appuis, il y a eu un basculement des églises évangéliques qui, il y a encore quelques années, appelait à voter pour le Parti des travailleurs. Edir Macedo, le principal pasteur de l'Église universelle du Royaume de Dieu, qui contrôle les évangéliques, c'est à peu près 30 millions de votes au Brésil, il avait appelé à voter Lula, ça ne le dérangeait pas, et maintenant il va vous dire que le PT c'est Satan, et qu'il faut voter pour Bolsonaro parce qu'il incarne plus les valeurs finalement et les intérêts de cette Église. Donc il y a eu un basculement de l'évangélisme très pragmatique aussi, qui a appuyé Bolsonaro parce que aussi correspondait le libéralisme économique et le conservatisme social étaient assez compatibles aussi avec le travail au quotidien sur le terrain des pasteurs évangéliques. L'autre différence peut-être avec les États-Unis, c'est que les pasteurs sont très bien représentés directement à la Chambre des députés. Il y a actuellement près d'une centaine de députés qui constituent le groupe qu'on appelle de la Bible, qui sont essentiellement des pasteurs eux-mêmes qui ont réinvesti leur capital social en capital politique et qui représentent directement leurs propres intérêts, qui n'ont pas besoin d'aller demander au président. C'est eux qui votent les lois, en fait, ou qui contribuent à influencer. Il n'y a plus besoin de faire du lobbying, ils sont déjà présents. Comme il y a le deuxième groupe, et ce groupe a gagné 30% de sa représentation entre 2014 et 2018. Le deuxième groupe qui a le plus gagné de représentation, c'est le groupe qu'on appelle de la balle, le groupe sécuritaire, finalement les militaires à la retraite ou les policiers qui eux-mêmes vont être représentants et vont aussi servir les intérêts des marchands d'armes et des lobbies de l'armement. À l'inverse, on en parle moins, mais le groupe plus traditionnel des ruralistes, des grands propriétaires terriens et de tous ceux qui servent finalement les intérêts des élites rurales, a perdu plus de 50% de sa représentation. Aussi parce que les ruralistes sont les élites qui étaient représentées très fortement depuis 30 ans et qui font les frais finalement de ce dégagisme des électeurs et de ce renouvellement politique qui a mis dehors l'essentiel des élites du PMDB et du PSDB, dont beaucoup étaient liés à l'agro-business. Ce qui m'amène à la réponse factuelle finalement sur élite traditionnelle et élite moderne. En fait, dans les années 50, pour Roger Bastide, c'était plutôt le rapport entre les élites agraires du 19e siècle et les élites industrielles qui émergeaient dans le contexte d'urbanisation. Moi, je le prends plutôt d'un point de vue les héritiers contre les nouveaux entrants en politique, c'est-à-dire les personnes qui traduisent une reproduction politique. La famille Bolsonaro en est un exemple. Bolsonaro a 4 enfants, son fils aîné est sénateur, son fils numéro 3 a été réélu député fédéral, un autre est député municipal, et c'est une famille qui se reproduit.
Mais à gauche comme à droite, on a des reproductions comme ça, et on a près d'un tiers des congressistes qui ont eux-mêmes des membres de leur famille qui ont été ou qui sont eux-mêmes députés. Donc les élites traditionnelles, pour moi, c'est les grandes familles qui reproduisent leur domination politique d'une génération à l'autre. Les nouvelles élites, c'est les nouveaux entrants, comme les membres du Parti des travailleurs qui n'avaient aucun lien avec la représentation politique par le passé et qui vont se créer une place dans la nouvelle sphère représentative. Et donc, dans ce sens, on a une modernisation des élites ou un renouvellement des élites en 2018 avec l'émergence, finalement, d'un renouvellement par la droite, alors qu'avant on avait eu un renouvellement plutôt par la gauche, mais de nombreux entrepreneurs ou des avocats ou de professions libérales qui vont investir en politique et qui vont chasser finalement des élites plus anciennes. Mais on a quand même et c'est ça ce qui est intéressant, cette imbrication entre les élites. Bastille disait le vieux est dans le neuf est dans le vieux. C'est-à-dire que le vieux est dans le neuf, on a des nouvelles élites qui arrivent mais qui vont très vite s'habiller avec des pratiques anciennes. Le Parti des travailleurs, c'est typique de cela, c'est-à-dire un parti avec des nouveaux entrants politiques, mais qui va rapidement se faire absorber par le système politique et mettre en place, même mieux que les élites traditionnelles, des schémas de corruption. On a à l'inverse des élites traditionnelles qui vont s'adapter à l'arrivée du Parti des travailleurs et de ces nouvelles élites et qui vont réussir à pacter avec elles et à elles-mêmes se moderniser et à évoluer finalement dans leurs projets politiques. Sur les militaires, alors là on est aussi dans un cas assez spécifique, puisque le Brésil a subi une dictature militaire entre 1964 et 1985, et qu'il y a une sorte de tabou sur la place des militaires en politique, que les militaires ont bien négocié leur sortie, et ont négocié une sortie la tête haute, entre guillemets, ou du moins en toute impunité, ou presque. Le revers, pour eux, c'était de rester en dehors de toute affaire politique. Sauf quelques militaires retraités qui, pour leur propre compte, devenaient représentants, étaient candidats. Mais les militaires actifs se gardaient bien d'intervenir politiquement. On a vu deux phases au moment de l'impeachment de Dilma Rousseff, justement, et de la multiplication des scandales de corruption, où déjà il y a eu une intromission inédite dans la démocratie brésilienne des militaires en politique, des menaces d'intervention de la part de certains hauts gradés en activité. Ensuite, il y a eu une militarisation aussi du gouvernement brésilien après l'arrivée au pouvoir de Michel Temer en 2016, qui a nommé un ministre de la Défense qui était lui-même militaire, ce qui était inédit aussi. Et une militarisation, c'est pour répondre à une autre question, en ce qui concerne l'autorité sociale, c'est-à-dire l'État de Rio a été militarisé. La sécurité de l'État de Rio n'est plus assumée en ce moment par les civils, par le gouverneur de Rio. Cette compétence a été retirée, a été fédéralisée, et c'est l'armée brésilienne qui intervient pour assurer la sécurité dans l'État. Alors, là encore, on n'est pas justement dans une transformation brutale avec l'élection de Bolsonaro. Il va juste accélérer un processus qui est en cours. Il a déjà annoncé que 5 militaires seraient dans son gouvernement, dont un astronaute, dont son maître, entre guillemets, qui était dirigeant de la mission de maintien de la paix en Haïti. Et il va prolonger, renforcer, accélérer finalement ce rythme de militarisation politique. Et on a aussi, pour répondre à l'autre aspect de la question, une possible intervention militaire au Brésil si ça tourne mal. En gros, si Bolsonaro est incompétent, bon déjà son vice-président est lui-même militaire, Mourão, qui est militaire très conservateur, mais il y a toute une frange de l'armée aussi qui est légaliste et qui pourrait intervenir pour protéger la démocratie, comme ça a été fait plusieurs fois dans l'histoire du Brésil. Donc tous les militaires brésiliens ne sont pas non plus pour une intervention militaire pour mettre la gauche dehors, en fait. Il y a une frange de l'armée assez importante qui est légaliste et qui est prête à intervenir s'il y a une dérive autoritaire de Bolsonaro pour mettre Bolsonaro et Mourão dehors et pour remettre des civils au pouvoir. Mais pour l'instant, ce n'est pas cette frange qu'on entend finalement, et la crainte, c'est plutôt d'une dérive autoritaire de Bolsonaro, d'un gouvernement civil autoritaire appuyé par la frange militaire elle-même conservatrice, pour finalement aboutir à une régression démocratique, voire à une nouvelle forme de régime hybride ou autoritaire. Je vais peut-être m'arrêter là pour cette première phase, oui. J'ai déjà beaucoup parlé. Non, mais c'est très bien. D'autres interventions? Oui. Vous avez le micro. Bonsoir. Je voudrais savoir plus sur la place des Indiens pendant les campagnes électorales,
Parce que maintenant, je vois l'alerte un peu des ONG internationales avec le discours de Bolsonaro et cette vision-là sur l'Amazonie. Est-ce qu'il y avait déjà des pistes, qu'il y avait un discours, disons, raciste contre les Indiens? Est-ce qu'il y a eu un pouvoir des élites pour mener ce type de discours et avoir un succès pendant les élections? Oui, bonjour. Dans le cas du Brésil, est-ce que vous pourriez revenir sur le rôle du monde judiciaire et un peu les perspectives que vous voyez pour l'action de ce monde judiciaire, notamment le STF au Brésil, la relation qu'il va pouvoir entretenir avec Bolsonaro, et est-ce qu'il va pouvoir jouer un rôle de rempart ou au contraire est-ce qu'il va être coopté de gré ou de force? Voilà, merci. Bonsoir, merci beaucoup. Je voudrais demander quelques éclaircissements sur ce que vous venez de dire sur le... sur les différentes factions en fait dans l'armée brésilienne. Est-ce qu'on peut parler de factionnalisme et est-ce que ce factionnalisme ou ces divergences s'expriment et ou comment s'expriment-elles dans l'espace public ou voilà. Merci. Et moi, j'ajouterais juste après, on refera une autre tournée de questions. Une question, mais sur les États-Unis, cette fois-ci. Est-ce que ça reste toujours vrai, enfin on ne le sait pas encore, là on va avoir les résultats demain, mais est-ce que ça reste toujours vrai que la principale base électorale du Parti démocrate, c'est le vote noir, à plus de 90%. Et comment joue, alors aux États-Unis, c'est question de... Je ne sais pas comment on pourrait dire, on ne dit pas ethnique pour les États-Unis, c'est question de race, oui, voilà, dans la vie politique. On commence par le Brésil, puis on continue. J'essaie d'être plus bref. Non, c'est bien. Alors, encore, sur les Indiens, population indigène, en fait, dans le discours de Bolsonaro, il n'y a pas un racisme affirmé anti-indien. Par contre, il y a des attaques claires sur les redistributions de terres, en fait. Et il veut revenir, finalement, sur les terres qui ont été redistribuées aux Indiens. Donc, il ne s'attaque pas aux Indiens eux-mêmes, mais aux droits qui ont été acquis, qui ont été obtenus par les populations indigènes. Et c'est lié aussi à la préservation des terres, finalement, et aux unités qui ont été préservées. Il y avait eu un engagement du Parti des travailleurs pour étendre ces zones de préservation. La campagne de Bolsonaro, ce n'était pas 1 cm² de terre en plus pour les Indiens, et maintenant c'est plutôt leur enlever des droits, finalement. Par contre, le vice-président Mourão, lui, est beaucoup plus, affirme beaucoup plus son racisme en disant, par exemple, regardez mon petit-fils comme il est beau, c'est le blanchiment de la peau, quoi. Voilà, lui s'est affirmé comme tel, et donc il a une approche très raciste et finalement très influencée de l'approche presque biologiste qui était développée dans le Brésil jusqu'en 1930, jusqu'à la révolution de 1930, et où il y avait une approche très raciste finalement de la construction du Brésil, qui a été reconstruite dans une approche beaucoup plus multiculturelle, qui a mis en valeur finalement les métissages au Brésil. Donc là, c'est un retour de plus d'1 siècle en arrière, qui est assez inquiétant, contre les Indiens, mais finalement contre le métissage aussi en lui-même, pas seulement contre des populations caractéristiques. On pourra reparler de l'environnement aussi, puisque c'est une des inquiétudes, mais les questions environnementales et les questions des droits des populations indigènes sont partiellement distinctes finalement en ce qui concerne les débats politiques au Brésil. Sur le pouvoir judiciaire, on est sur un gros morceau, puisque ça me permet de rebondir sur une question à laquelle je n'ai pas répondu, mais l'un des facteurs importants dans l'explication de la montée en puissance de Bolsonaro, c'est le rejet de la corruption. Le juge qui vient d'être nommé ministre de la Justice, le juge Moro, c'est le juge anticorruption qui a fait son beurre, entre guillemets, sur Lula, en fait, qui était le juge qui a mis Lula en prison et qui a été célébré par la droite dans les rues, qui voulait même qu'il soit candidat à la présidence de la République, et qui, il y a quelques mois, disait « jamais je n'entrerai en politique ». Et qui finalement a réexaminé cela et s'est dit ça peut être intéressant, alors, disons pour lutter contre la corruption, d'intégrer le gouvernement Bolsonaro. D'ailleurs, ce qui a créé une sorte de tollé, puisque ça a donné du grain à moudre aux personnes qui disent qu'il a pourchassé politiquement le Parti des travailleurs et que maintenant il a fait la campagne de Bolsonaro indirectement pour maintenant accepter un poste dans son ministère. Mais clairement,
Montesquieu doit se retourner dans sa tombe au Brésil parce qu'en ce qui concerne la séparation des pouvoirs, on a eu en 2016 l'empiètement du législatif sur l'exécutif, finalement cette procédure de destitution qui s'est faite sur une interprétation très large de la Constitution et du principe de séparation des pouvoirs dans un régime présidentiel. Et d'un autre côté, maintenant, on a finalement cette porosité entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique qui est de plus en plus marquée, avec des interventions du judiciaire en politique, sur des nominations de ministres d'ailleurs, des juges qui vont donner leur mot ou même interdire des nominations de ministres, ou à l'inverse, des interventions politiques dans le domaine judiciaire. Alors, sans tomber dans des théories plus inquiétante, il y a un juge qui a enquêté sur l'affaire Lava-Jato qui est mort dans un accident d'avion juste après l'arrivée au pouvoir de Michel Temer, qui a été remplacé par l'un des principaux soutiens de Michel Temer, qui a été projeté ministre de la Justice, puis au tribunal suprême fédéral pour le remplacer, et qui a donné aussi un coup d'arrêt à l'opération Lava-Jato après la destitution de Dilma Rousseff. D'un autre côté, ça va être intéressant de voir l'action du juge Moro, justement, en ce qui concerne l'indépendance de la justice. Dans quelle mesure ce juge, à qui la Cour suprême était promise, va articuler ses relations avec la Cour suprême. Individuellement, il a des relations assez difficiles avec certains juges de la Cour suprême, qui est une Cour qui est elle-même assez divisée. Et donc, ce rôle entre le ministère de la Justice et la Cour suprême va être un rôle intéressant à analyser dans le prochain gouvernement. C'est un gros pari de Bolsonaro, finalement, cette question de valoriser la lutte contre la corruption et d'en faire finalement l'un de ses symboles de son début de gouvernement, et en mettant quelqu'un qui est un néophyte aussi. Le juge Moro, c'était un juge finalement de l'État de Curitiba qui a gagné beaucoup de pouvoir, mais qui n'a pas une grande expérience finalement en termes de gestion, de ressources humaines, de prise de décision. Et donc, c'est pas quelqu'un qui est politique à la base. Et le ministère de la Justice est un ministère qui traditionnellement était confié à des proches politiques. Donc là, il n'y a pas une relation a priori de proximité entre le président et son ministre de la Justice. Et on va voir dans quelle mesure Moro va chercher ou non à s'affranchir de Bolsonaro pour agir ou va subir certaines pressions. Sur l'armée brésilienne, il y a des factions. Alors, il y a un auteur qui a beaucoup travaillé sur ça, qui est Alain Rouquier, que vous connaissez peut-être, qui a travaillé sur les partis militaires en Amérique latine, et qui a fait un très beau chapitre dans son ouvrage « Le Brésil au XXIe siècle » sur les divisions de l'armée dans la période de dictature, entre 64 et 85, enfin, sous le régime autoritaire et sa frange dictatoriale, qui montre bien comment les tensions ont opéré des basculements, justement le basculement d'un régime autoritaire vers une dictature entre 68 et 74. Et ces factions, elles ne s'expriment pas de manière publique, en fait. Ce qu'on entend, c'est certains militaires de la droite radicale, ou qui s'affichent aux côtés de la droite radicale, qui profitent du contexte pour faire pression et pour dire si la justice ne fait pas son travail, les militaires vont s'en occuper. Si vous ne luttez pas contre la corruption, les militaires vont s'en occuper. C'est aussi un message peut-être à certains de ces militaires qu'a donné Bolsonaro en nommant le juge Moro ministre de la Justice, en disant, voilà, là, on va faire un sorte de test politique, mais on va réellement essayer de lutter contre la corruption. Lorsqu'il y a ces interventions, les franges modérées n'interviennent pas. Pas directement, pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas intervenir dans le débat public, en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont absentes de ces débats. Ça ne veut pas dire qu'il y a des tensions, ou qu'il n'y a pas de tension, justement, entre certains groupes liés à l'école supérieure de guerre, où c'est les héritiers, et d'autres factions plus progressistes. Mais, voilà, concrètement, la faction qu'on entend, c'est la faction liée au général Villas-Boas, notamment, et ceux qui ont accès à certains médias et qui se permettent d'ailleurs, sans être repris même par le président Michel Temer, d'intervenir dans la vie politique. Oui, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais rebondir par rapport à votre propos. C'est d'abord le rejet de la corruption, et toute la thématique de la corruption, et celle, par ailleurs, différente de la séparation des pouvoirs et de la résilience des institutions face, justement, à ces mouvements d'extrême droite. Et là, on voit quand même
une assez forte différence. Il y a des inspirations qui sont identiques, mais au résultat, on est dans des situations qui sont assez opposées. Sur le principe de la séparation des pouvoirs, on a eu beaucoup de déclarations très inquiétantes, notamment de remise en cause de l'indépendance de la justice par le président Trump. La dernière déclaration sur l'idée qu'il pourrait, par un décret présidentiel, en anglais executive order, abroger le droit du sol aux États-Unis, tout simplement totalement fantasmagorique. Je veux dire, il s'agit d'un amendement à la Constitution, c'est le 14e. Pour amender la Constitution, il faut une majorité qualifiée des 2/3 dans chacune des deux chambres, suivie d'une ratification par 3/4 des États. Donc, le droit du sol est bien inscrit dans la Constitution des États-Unis. Donc, on est dans des effets d'annonce, de la même façon que les injonctions plus ou moins violentes du président Trump vis-à-vis du Congrès sur notamment le souhait qu'il aurait que le Sénat se débarrasse de cette procédure un petit peu bizarre qu'est la flibuste pour ne pas avoir à avoir 60 voix sur un certain nombre de projets de loi, mais simplement la majorité simple de 51. Mais on est vraiment dans du discours. Et on a vu aussi, notamment par exemple sur le travel ban, donc l'interdiction d'entrer sur le territoire, principalement destinée à interdire l'entrée sur le territoire des États-Unis de ressortissants de pays à majorité musulmane, que sur les deux premières versions de ce décret ont été littéralement écartées par le pouvoir judiciaire, qu'il a fallu une troisième mouture qui est disons, plus justifiable et plus facile à contourner, qui contient un certain nombre d'exceptions dont on n'a pas autant parlé qu'il aurait été nécessaire. On est dans une extrême tension sur les institutions américaines, mais c'est pour ça que j'interprète le résultat à venir de cette élection, quel qu'il soit, comme une forme de référendum, non pas constitutionnel, mais comme ce que le politiste et juriste américain Mark Tushnet appelle un contrôle de constitutionnalité populaire. C'est-à-dire que lui parle en anglais de popular judicial review, et aujourd'hui, dans l'élection qui est en train de se dérouler, on valide un certain nombre d'interprétations du texte fondamental, à la fois dans les équilibres des pouvoirs, mais aussi dans la lecture du premier amendement, dans la lecture du deuxième amendement. On l'a vu, c'est le 14e amendement et le droit du sol qui sont aussi au cœur du débat. Et il est beaucoup plus probable qu'il y ait une forme de résistance. Et s'il y a des porosités, notamment le fait que 2 nominations à la Cour suprême des États-Unis aient été données au président Trump, c'est aussi un petit peu le hasard à la fois de la biologie des nominations, puisque ce sont des nominations à vie, mais pas complètement, parce que c'est aussi le résultat d'un obstructionnisme très clair des républicains pendant la présidence de Barack Obama. Une spécialiste qui travaille, qui est à la tête d'un think tank progressiste qui s'appelle Caroline Fredrickson, qui est la présidente de l'American Constitution Society, était récemment invitée chez nous à Sciences Po Lyon pour un cours d'1 mois, et elle nous rappelait que pendant sa première année, ses 20 premiers mois de mandat, le président Trump avait nommé plus de juges fédéraux de première instance et d'appel que le président Obama sur l'ensemble de ses 2 mandats. Et pourquoi y avait-il tant de postes vacants? Parce qu'il y avait eu, par le précédent, un obstructionnisme systématique dans la procédure d'avis et consentement qui est pilotée par le Sénat, qui était à majorité républicaine. Il y a un autre parallélisme qui est intéressant, c'est celui du rejet de la corruption, mais qui, aux États-Unis, me semble très lié avec la question raciale. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'auteurs, dont Stephen Alden, qui explique que, en fait, le rejet de la corruption, c'est le rejet de la mixité. Et entre autres, c'est un terme codé
pour parler du rejet de la mixité raciale. Et que ce n'est pas la corruption des institutions politiques dont il s'agit au sens véritable du terme, c'est la corruption de la culture, et dans cette culture, la notion raciale est fondamentale. Donc, lorsqu'on parle de corruption politique, lorsqu'on dit de Hillary Clinton qu'il faut l'emprisonner ou lock her up, en fait, c'est un terme codé pour parler de la question raciale. Et la corruption politique, c'est en fait une feuille de vigne rhétorique pour parler d'une société blanche qui serait corrompue justement par ce que le président Trump appelle des populaces, mob. Le terme est systématiquement utilisé dans sa rhétorique. Je termine en répondant brièvement à votre question sur la base électorale du Parti démocrate. Est-ce qu'il s'agit des Afro-Américains? Non, évidemment. Les Afro-Américains représentent 13% de la population américaine à peu près. Et en plus, ils sont très très mal répartis sur le territoire des États-Unis. C'est-à-dire que, vous le savez tous, je vais rappeler une évidence, mais de temps à autre, il faut le faire. Si vous regardez la carte électorale américaine aujourd'hui, c'est un océan de rouge avec des petits points bleus. Et donc, pourquoi, même dans un État comme la Pennsylvanie, qui très régulièrement vote majoritairement à l'échelle de l'État pour le Parti démocrate, se donne des gouverneurs, des sénateurs qui sont des sénateurs démocrates, pourquoi est-ce qu'on a, par exemple, un déséquilibre qui fait qu'on a 12 représentants républicains et 6 représentants démocrates dans un État qui est majoritairement démocrate. Et là, alors évidemment, il y a la question du découpage électoral de circonscriptions par des assemblées législatives partisanes, mais il y a aussi tout simplement la répartition des différentes populations sur le territoire américain. Et donc, les minorités, et en particulier les Afro-Américains, sont concentrés dans certaines régions. Et alors, avec l'amplification du découpage électoral, vous allez, par exemple, dans un État comme la Caroline du Nord, pour employer une expression que les Canadiens emploient, bourrer une circonscription, où le candidat démocrate va l'emporter avec 75 voire 80% des suffrages, mais les 25 ou 30% de marge de victoire vont faire que dans 4 circonscriptions aux alentours, le candidat républicain l'emportera avec des majorités de 52, 53, 51 et 55%. Le scrutin d'aujourd'hui est une excellente illustration du fait qu'on ne peut pas parler de base électorale tellement au sens national du terme. Bon, il y a 435 sièges à la Chambre des représentants, il y en a 50 au maximum qui sont véritablement compétitifs. Ils ont tous un profil très 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 spécifique et on pourrait dire, c'est une forme de provocation, que ce ne sont pas les Afro-Américains qui vont faire la décision, mais ces 50 circonscriptions qui sont pratiquement toutes détenues par les républicains aujourd'hui, elles ont pour caractéristique d'être toutes des circonscriptions de banlieue des grands espaces urbains américains, notamment la banlieue de Washington, la banlieue de Philadelphie, la banlieue de Cincinnati, de Columbus, de Chicago, et avec des circonscriptions qui sont beaucoup plus aisées, avec un statut socio-économique beaucoup plus élevé, donc plus éduqué aussi. Et donc le segment de la population américaine qui va faire la décision et qui représente, d'après toutes les études, à peu près 16% de l'électorat américain au total, qui est concentré dans ces 50 circonscriptions, ce sont les femmes blanches diplômées de l'enseignement supérieur. Donc on pourrait dire aussi que si cet électorat ne se mobilise pas pour les candidats démocrates, ça aura un effet totalement dévastateur que n'aurait pas une mobilisation moyenne de l'électorat afro-américain. Encore une question? Ah si, bien sûr, tout à fait. Oui. Sur les catégories ethniques, sociales, raciales de vote, les hispaniques, qui démographiquement Alors, ils se déshispanisent. Non, les hispaniques ne se déshispanisent pas. Le terme qu'on emploie toujours pour parler du vote hispanique aux États-Unis, c'est le géant endormi. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel énorme,
Mais la réalité est beaucoup plus complexe dans le passage à l'acte. Première chose, les hispaniques, pour beaucoup d'entre eux aux États-Unis, ne sont même pas citoyens des États-Unis. Alors, c'est loin d'être la majorité, mais il y a beaucoup d'hispaniques aux États-Unis qui ne sont pas citoyens, tout en étant résidents parfaitement légaux du pays. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le taux d'inscription sur les listes électorales des hispaniques aux États-Unis est le plus faible de tous les groupes ethniques, de toutes les catégories. C'est-à-dire qu'il y a un taux d'inscription sur les listes électorales chez les hispaniques qui est plus faible, par exemple, que chez les Afro-Américains. Donc, là encore, c'est une deuxième chose. La troisième chose, c'est que, une fois de plus, ils ne sont pas répartis sur le territoire américain d'une manière qui leur permettrait d'avoir une influence déterminante sur la carte électorale, mais ils sont concentrés là où sont aussi concentrées d'autres minorités ethniques telles les Afro-Américains. Et en fin de compte, c'est l'intérêt principal pour les partis politiques américains, pour les deux grands partis politiques américains, c'est que, contrairement à ce qu'on dit souvent, l'électorat hispanique n'est pas un électorat qui va naturellement, automatiquement, au Parti démocrate. Et la seule raison pour laquelle aujourd'hui l'électorat hispanique a clairement basculé dans le camp démocrate à environ 60 voire 65%, c'est tout simplement la stigmatisation systématique dont les hispaniques ont été les victimes de la part de l'administration Trump, dont je vous rappelle qu'il commence sa campagne en parlant de ces violeurs mexicains qui vont traverser la frontière, et cette stigmatisation qui continue aujourd'hui dans des proportions qui sont particulièrement inquiétantes. Et que c'est effectivement un électorat aujourd'hui qu'on a abandonné de la part du Parti républicain, mais il faut quand même rappeler que, et là encore je vous invite à revenir sur cette faiblesse structurelle extrême à la fois du Parti républicain et du Parti démocrate. Le Parti républicain, en 2012, lorsqu'il perd une deuxième élection présidentielle de suite, cette fois-ci avec un candidat qui était Mitt Romney, fait un post-mortem. Et il y a une étude passionnante qui est conduite par un certain nombre de membres du Parti républicain, qui montre que face à ce qu'ont deux politistes américains, Teixeira et Alanis, on décrit comme étant l'emerging Democratic Majority, donc le fait que finalement la démographie piloterait les élections américaines avec la montée en puissance des minorités. Cette hypothèse faisait que si le Parti républicain se coupait complètement des hispaniques, il était menacé finalement de disparition ou de marginalisation extrême. Et le Parti républicain a choisi au contraire une stratégie électorale qui est totalement différente. C'est que plutôt que d'aller chercher un certain nombre de groupes qui n'étaient pas traditionnellement attachés au parti, et donc d'élargir sa base électorale, le Parti républicain a fait le choix, au contraire, de diminuer au maximum, notamment par des mesures de purge des listes électorales, ou encore par l'adoption dans des États à majorité républicaine de ce qu'on a appelé les Voter ID Laws, pour soi-disant lutter contre la fraude électorale. Et là encore, on retrouve le discours de Trump sur le fait que si des millions d'électeurs illégaux n'avaient pas voté pour Hillary Clinton, il aurait eu aussi la majorité dans les suffrages populaires. Enfin, je veux dire, là encore, les théories conspirationnistes ont toujours une origine dans la réalité. Le Parti républicain fait le choix, au contraire, d'étouffer le vote traditionnellement démocrate, tout en mobilisant au maximum un socle électoral qui est très 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 restreint. Je veux dire, le socle électoral de Donald Trump est le plus faible et le plus restreint de tous les présidents des États-Unis depuis la fin de la guerre, avec pour résultat que s'il y a dans ce socle électoral la moindre défection, et les défections, il faut les attendre justement dans ces circonscriptions à la Chambre des représentants qui sont plus aisées et qui se lassent ou s'indignent
d'un certain nombre de propos du président Trump, là on peut avoir effectivement des basculements qui seront beaucoup moins forts au Sénat pour des raisons qui sont facilement explicables, qui risquent d'être un petit peu plus importants à la Chambre des représentants et qui, dans une élection présidentielle, seront de nouveau filtrés par cet étrange système qui est le collège électoral. Oui. On était parti de la différence, entre le système politique français, les droites françaises et ce qui existe dans les Amériques. Et j'aurais une question pour vous, Monsieur Richard, sur les échos que la discussion de ce soir peut rencontrer dans ce que vous connaissez bien du système français. Je vais parler dans ce micro-là. C'est vraiment... quand il m'est arrivé de faire cours sur les États-Unis en béotien, je suis toujours parti du principe d'expliquer aux étudiants que les États-Unis, c'était exotique pour les Français. Et le Brésil, même chose. Et il y a vraiment des différences considérables qui font que les comparaisons sont quasiment infaisables, je trouve. Quasiment infaisables. Déjà, on l'a dit dès le départ, le clivage entre droite et gauche ne veut rien dire aux États-Unis, mais le système électoral, le système institutionnel, le système partisan, la place de la religion dans la vie politique. Vous imaginez un président français prêter serment sur la Bible comme on le fait aux États-Unis? Enfin, c'était absolument inconcevable. Inconcevable. Cela dit, il y a quand même des choses qui sont intéressantes et il y a quand même des points communs. C'est le basculement du vote ouvrier. Alors, en France, de gauche à droite, et aux États-Unis, des démocrates aux républicains, et au Brésil, c'est moins net encore, mais il y a quand même des défections dans le vote populaire, parce que dans les États du Nord-Est, ce sont plutôt, je parle sous votre contrôle, on est plutôt dans des États ruraux, avec des ouvriers agricoles. On n'est pas dans des zones industrielles puissantes. Et on retombe là sur une question qui est générale et où les États-Unis et le Royaume-Uni ont joué un rôle essentiel. C'est le changement de monde social et politique qui est induit dans les années 70-80 par l'entrée dans ce que les historiens de l'économie appellent la troisième révolution industrielle. Et qui se traduit donc par les nouvelles formes du capitalisme fondées sur l'électronique, pour l'essentiel, et l'apparition dans tous les pays, qu'on masque plus ou moins par les statistiques, d'un chômage de masse qui n'a jamais existé dans l'histoire. Il n'y a jamais eu, dans les pays européens ou aux États-Unis, des millions de gens qui, pendant des décennies, n'ont pas de travail. Enfin, c'est un monde complètement différent. Et c'est probablement ça, à mon avis, qui explique le total bouleversement. Alors là, bien sûr, moi je suis un vieux, et il y a des jeunes dans la salle, vous ne pouvez pas comprendre comment était le monde avant le monde du moment 68 et le monde des années 80 et 90, c'est vraiment deux planètes totalement différentes en France. Mais apparemment aux États-Unis aussi, au Brésil, je ne sais pas. Voilà. Et donc j'en reviens à cette idée que les mutations du capitalisme, l'entrée dans ce système néolibéral, dans ce capitalisme néolibéral où l'État, contrairement à ce qu'on pense, joue un très grand rôle. Mais un État qui est au service de l'organisation économique a été le facteur dominant, essentiel pour comprendre les mutations de la vie politique. Voilà. Moi, j'ajouterais simplement, si vous me le permettez, deux termes qui sont
là pour le coup commun à la fois à ce qui arrive en France et à ce qui arrive aux États-Unis. Et puis Frédéric nous dira ce qu'il en est pour le Brésil. Mais ce sont les termes de déclassement et de désenchantement. On a par exemple beaucoup de mal à comprendre la fidélité que peuvent avoir un certain nombre d'électeurs américains vis-à-vis de Donald Trump, parce que, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entre nous nous sommes trompés sur l'élection de 2016, c'est qu'on n'est plus dans un vote qui a des fonctions de promotion ou de défense d'un certain nombre de politiques ou d'intérêts. On est dans un vote qui est exclusivement protestataire, où il s'agit de mettre un coup de pied dans la fourmilière, et donc il n'y a pas d'attente, puisque effectivement, mettre un coup de pied dans la fourmilière, c'est facile. Et aux États-Unis, ce qu'on a constaté dans l'électorat de Trump, c'est d'abord un phénomène de déclassement. Alors là, on voit par exemple que un des segments les plus fidèles à Donald Trump, ce sont les hommes blancs non diplômés du secondaire, c'est-à-dire des hommes qui n'ont pas l'équivalent du baccalauréat. Donc, et qui, effectivement, aujourd'hui sont la catégorie qui souffre le plus en termes à la fois d'accès à l'emploi, puisque à Bac-2 aujourd'hui aux États-Unis, il est difficile d'exercer un emploi autre qu'au salaire minimum, à 7,75 $ ou 8 $ de l'heure. Et puis, il y a la question du désenchantement par rapport à l'un et l'autre des deux partis, qui fait que même l'alternance Parti démocrate, Parti républicain au pouvoir ne réussit pas à satisfaire cette partie de la population qui éprouve ce sentiment de déclassement, d'où la tentation de l'aventurisme partisan et politique, et donc l'aventurisme des extrêmes, avec de toute façon l'idée qu'il n'y a plus rien à espérer des partis politiques. Et donc, déclassement, désenchantement, mais aussi anti-parlementarisme violent. On ne le souligne pas assez. Un président Trump qui est élu en 2016, avec une majorité de son propre parti dans les deux chambres de Congrès, ce qui passe pas si souvent, pas si fréquent que ça, dans les 40 ou 50 dernières années aux États-Unis, et qui gouverne comme un président minoritaire. C'est-à-dire qu'il gouverne exclusivement par le biais de ce qu'on appelle la présidence administrative ou la présidence unilatérale, à coup de décret présidentiel. Alors, ça a l'avantage d'être plus rapide, mais ça a deux inconvénients. C'est que d'abord, c'est soumis à tout autant au contrôle de constitutionnalité des lois, donc au pouvoir judiciaire. Et puis, comme on l'a vu avec l'administration Obama, qui a mis en place toute une série de politiques par le biais du décret, notamment sur la question de l'immigration, et ben, ce qu'un président met en place par le biais du décret, le président suivant peut le défaire ou l'abroger par le même biais qui est celui du décret. 2 minutes. C'est plus qu'il n'en faut. Donc, pour vous mettre d'accord, en fait, parce que d'un côté, en effet, les comparaisons sont délicates, et surtout en ce qui concerne gauche-droite. D'un autre côté, le déclassement et le désenchantement, on a vu, c'est les deux termes qui peuvent permettre justement de réunir tout cela dans le contexte de globalisation, d'affirmation des nouvelles technologies aussi. Et dans le cas du Brésil, c'est stimulant. Alain Rouquier, que j'ai déjà cité, disait qu'il y a longtemps, déjà une trentaine d'années, que le Brésil était un extrême occident, avec les problèmes des pays occidentaux démultipliés, une sorte de miroir grossissant en fait. Et là, on en a un exemple, c'est-à-dire en termes de corruption, de crise économique, d'affirmation de l'extrême droite, on a ce sorte de miroir grossissant avec des problèmes grossis et une sorte de vote de défiance et de rejet des élites grossi aussi. Temer a terminé son mandat, le président sortant actuel, à 3% d'opinion favorable. Le Congrès brésilien est soutenu par moins de 5% de la population, qui paradoxalement vient d'élire un de ses députés président de la République. On a vu, dans peu de cas, à mon avis, au monde, en aussi peu de temps, un pays tel que le Brésil susciter un tel enthousiasme et rapidement après une telle inquiétude. C'est ça ce qui me paraît un petit peu fou. Et ce que tu disais sur finalement
les transformations de la société. Il y a même que le Brésil de 2015 n'a rien à voir avec le Brésil de 2003. En termes de, il y a eu des mobilités sociales, des dizaines de millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté, mais ce sont aussi des personnes qui, lorsque finalement la croissance économique s'est ralentie et que ça s'est enrayé, se sont trouvés déclassés, se sont trouvés dans une situation de désenchantement, ce que certains auteurs appellent dans une situation de frustration relative, c'est-à-dire qu'à un moment où on leur a promis beaucoup, ils ont commencé à obtenir, ils veulent plus, et c'est au moment où ils veulent plus que l'État n'a plus les moyens de donner plus, et que ça crée du ressentiment et des possibilités. Ce que disait Tocqueville, les émergences de révolution sont dans ces moments où il y a finalement cette déprivation finalement relative. Donc une mobilité sociale forte qui a créé, au moment où ça s'arrête et où l'engrenage inverse se met en place, à la fois du déclassement, du désenchantement, une défiance vis-à-vis des élites représentatives. On pourrait terminer là-dessus sur transformer le désenchantement en ressentiment. C'est comme ça que beaucoup d'historiens analysent la montée en puissance du NSDAP dans l'Allemagne des années 30. Hein. Et c'est pas la même chose, le désenchantement et le ressentiment. Le désenchantement, c'est un ressenti personnel. Le transformer en ressentiment, c'est le politiser en quelque sorte. Hein. Est-ce que ce sont les extrêmes qui font ça? Je ne sais pas si le mot est juste. Moi, personnellement, je ne parle jamais d'extrême droite ou d'extrême gauche. Je considère les familles les unes par rapport aux autres. En tout cas, on peut considérer que les néolibéraux sont extrêmement néolibéraux, si vous voulez. Hein. Et que donc, finalement, ils sont aussi extrémistes que les nationalistes qui sont extrêmement nationalistes. Voilà. Et on est dans ce jeu de famille. Et cela valorise, et puis on va s'arrêter là-dessus, les familles politiques nationalistes qui, justement, dans ce contexte de ressentiment, recadrent font de la nation le cadre dans lequel, comme c'était le cas auparavant, on peut se défendre socialement, alors que la troisième phase la troisième révolution industrielle, avec ce qu'on appelle la mondialisation, qui est la troisième phase de la mondialisation au moins, déstructure ces cadres nationaux dans lesquels se sont construites les législations sociales tout au long du XXe siècle et qui n'existent plus ou quasiment plus aujourd'hui. Voilà. Bonne soirée à vous.